En effet, d'où vient notre corps-esprit? Qu'est-ce que notre corps-esprit? En bref, que sommes-nous? Eh bien, nous vivons dans une galaxie. Le cosmos est en effet peuplé de galaxies, qui sont, pourrait-on dire, des nuages d'étoiles. Dans notre galaxie, par exemple, se trouve notre système solaire, avec donc la Terre et toutes les planètes que l'on connaît. Certaines de ces planètes peuvent devenir des biosphères où la vie devient possible. Elles se développent et avec elles la diversité biologique dont nous, les êtres humains, faisons partie. Donc l'individu que chacun d'entre nous est aussi une unité fonctionnelle de systèmes plus complexes. Regardons donc, si vous le voulez, de quoi est fait cette unité fonctionnelle qu'on appelle un individu. Laissons alors le macrocosme et plongeons dans le microcosme. On a vu que même si un univers paraissait être une chose en soi que l'on pouvait définir facilement, en fait, il était beaucoup plus complexe. Alors prenons pour point de départ, et comme exemple, l'homme, qui est une unité biologique que l'on pense pouvoir décrire très facilement. On peut tout d'abord voir que l'homme est composé de différents systèmes, comme les systèmes osseux, circulatoires, nerveux, lymphatiques, musculaires, hormonaux, digestifs, respiratoires et génitaux. Ces systèmes sont eux-mêmes des ensembles d'organes. Et ces organes sont eux-mêmes des assemblages de tissus, eux-mêmes composés de cellules reliées entre elles. Alors prenons la cellule, elle est en elle-même une unité fonctionnelle. Elle est d'ailleurs ce qui définit un organisme comme étant vivant. Un être humain, au passage, est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Si l'on observe maintenant de quoi cette cellule se compose, comme par ici sur cette coupe du foie, on peut voir que la cellule est également dotée d'organes, comme notamment le noyau, qui contient l'ADN, intelligence moléculaire de la cellule. Les cellules communiquent entre elles de manière chimique ou électrique au sein d'une communauté que l'on nomme tout simplement un tissu, comme nous venons de le voir. Si d'apparence la cellule se trouve être une unité finie et apparemment facile à décrire, regardons tout de même de plus près. Qu'il s'agisse des membranes, du cytoplasme ou de l'ADN, toutes les structures cellulaires sont en fait des combinaisons moléculaires. Les protéines sont des molécules, l'ADN est une molécule, l'eau est une molécule. Il s'agit évidemment de ces mêmes molécules qui sont apparues quelques milliards d'années après le Big Bang. Elles forment aujourd'hui notre corps, comme elles formaient celui de l'univers il y a déjà 14 milliards d'années. Les molécules de grande taille sont composées de molécules de taille inférieure, qui sont elles-mêmes composées d'atomes. Atomes. On pourrait croire qu'enfin nous voilà arrivés à l'encontre de la plus petite unité de matière qui existe. Mais qu'est-ce qu'un atome ? Est-ce vraiment une structure finie ? Grâce aux accélérateurs de particules, il a pu être démontré scientifiquement que les atomes qui constituaient l'univers 300 000 ans après le Big Bang étaient en fait composés de particules plus petites, comme les protons, les neutrons et les électrons. Ces mêmes particules formaient la soupe opaque qu'était l'univers quelques 3 minutes déjà après le Big Bang, vous vous souvenez.
Mais ces particules sont encore constituées, selon le modèle standard de la physique subatomique, d'éléments plus petits, les quarks. Selon les théories récentes des supercordes, il est également suggéré que les quarks eux-mêmes seraient à leur tour des manifestations des cordes. Les cordes représentent donc les éléments vibratoires primitifs, à l'origine potentielle de toute particule. C'est à ces niveaux microscopiques que toute observation ne peut se faire sans l'interférence d'un observateur. Essayez d'observer une corde, vous verrez un quark. Comprenez que jusqu'à présent, aucun procédé scientifique n'a permis la détection d'une structure apparentée à ce que l'on nomme une corde, ni même d'ailleurs un quark libre. L'existence de ces deux entités est en effet théorique, et leur plus grande réalité, outre toute la matière qui en découle, se résume à une construction physico-mathématique. Une corde est en fait la matrice d'une probabilité locale d'énergie. Un quark d'une probabilité locale de matière. Ni l'un ni l'autre ne sont détectables, mais sans eux, rien n'existe. On peut donc les comparer à la vraie nature dont parle le Bouddha. Tous ces éléments primaires contenus potentiellement dans la vacuité sont alors définis par l'observation que l'on en fait. Il en va de même pour la vacuité, qui se trouve être définie par la conscience que l'on en a. En effet, la vacuité, comme le disent Vimalakirti et Nagarjuna, est vide de vacuité. De facto, l'observation du point zéro crée la vacuité. Et l'observation de cette vacuité crée, au-delà des cordes et des quarks, tout ce qui s'ensuit. C'est ça le Big Bang. La création de l'univers par l'observation et la conscience d'ici et maintenant. Si la conscience du Big Bang a 15 milliards d'années, elle existe cependant de tout temps, ici et maintenant, à chaque instant. Le point zéro, le néant, que personne ne peut ni définir ni connaître, peut pourtant être réalisé. C'est ce que les Bouddhas nomment le nirvana.